Et ben, ce qui se passe en 2018 quand on fait le grand saut, j'ai un grave accident de la route. Et là, je suis sur mon lit d'hôpital. Donc pendant 3 mois, je suis alité, je peux pas bouger. Et je m'écris une petite phrase toute bête. Je veux travailler d'où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Bah, y a pas d'option B en fait. Sinon, tu n'y arriveras pas. C'est le Schwarzenegger, hein. Il y a no plan B, quoi. Mais c'est un peu ça l'idée quand même, c'est que ton cerveau, si tu le mets sur deux stratégies différentes, bah, il va aller à la plus facile. Donc on s'est installé là et on s'est apaisé, quoi. Là, on s'est vraiment apaisé. Quand je dis apaisé, c'est cérébralement, on va moins vite, le temps passe différemment, on est beaucoup moins pressé. Mais intérieurement, j'ai envie de vivre l'exceptionnel, j'ai envie de vivre l'incroyable, j'ai envie de vivre une vraie vie, quoi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au revoir Président, le podcast qui décortique les trajectoires de vie de celles et ceux qui un jour ont décidé d'appuyer sur pause. Toutes les 2 semaines, je partage avec vous mes rencontres effectuées avec des personnes inspirantes. D'un côté, des cadres dirigeants qui au cours d'une intense carrière ont décidé de changer de vie, et de l'autre, des experts qui grâce à leur savoir et connaissances peuvent nous aider à mieux comprendre et appréhender ces transitions de vie. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français. Après 28 années d'un parcours intense, j'ai connu l'épuisement professionnel qui m'a amené à prendre une année sabbatique. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer ce podcast pour rencontrer des personnes qui, en m'inspirant, allaient pouvoir m'aider à trouver ce que je voulais faire du reste de ma vie. Après ces 12 mois, j'ai finalement moi aussi dit au revoir président et démarré une nouvelle vie. Depuis, je continue à partager le fruit de mes nouvelles rencontres afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode où j'ai le plaisir de rencontrer Cyril Blanchard. Cyril, bonjour. Et bonjour à toi Laurent et bonjour à tous tes auditeurs. Alors on se retrouve aujourd'hui dans un restaurant qui s'appelle Au Comptoir, qui est à Bourg-en-Bresse, car je suis venu vers toi. Alors tu as fait aussi un petit bout de chemin parce que tu habites à une demi-heure d'ici, mais clairement tu m'as fait comprendre que si on voulait se rencontrer en physique, c'est pas souvent que tu allais à Paris, je peux comprendre ça, et donc moi c'était une très bonne opportunité pour pouvoir m'échapper un petit peu et venir te rejoindre. Donc on est dans cet endroit sympa, ils nous ont accueillis, voilà, on vient de d'avoir un très bon déjeuner et donc ils nous ont permis de rester. Donc s'il y a des petits bruits de fond restaurant, c'est normal, on est dans un, voilà, il y a plus, on est seul, mais on est tranquille entre nous. Voilà, donc Cyril, moi, alors d'habitude, je remercie aussi la personne qui nous a mis en contact. Et là, en fait, c'est une des premières fois en fait où il y a personne qui nous a mis en contact. Par contre, c'est vrai que je regarde souvent des profils et le tien m'a interpellé. Et tu vas sans doute nous en parler. Mais voilà, tu as créé une boîte qui s'appelle Champion de ma vie. Et moi, ça m'a vraiment fait un tilt. Et puis j'ai un peu regardé ton parcours, etc. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, tu étais un profil très intéressant. Et donc c'est toujours comme ça que je choisis les personnes que j'interviewe. C'est vraiment des gens que j'ai envie de connaître, dont j'ai envie d'apprendre, dont j'ai envie d'être inspiré. Et donc après voilà un court échange au téléphone, on s'est dit banco, tu étais partant aussi pour faire cette émission, cet épisode. Donc je vais commencer comme je fais d'habitude. Les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, qui ne te connaissent pas, c'est juste pour savoir à qui on a affaire. Donc qui est Cyril Blanchard? Comment tu te présentes aujourd'hui? J'ai 48 ans, je vis dans la Bresse, mais plus précisément entre Bourg-en-Bresse et Oyonnax, et donc dans la campagne, quoi. C'est une grosse vie, pas reculée mais presque. Moi quand j'étais gamin, je rêvais de vivre un petit peu comme dans la maison dans la prairie, quoi, là. Et aujourd'hui c'est un peu mon style de vie, même si quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, c'était pas du tout comme ça, quoi. Donc, donc là c'est où tu vis, en termes d'occupation, tu occupes tes journées comment, avec qui Ouais, j'ai la chance d'avoir du temps déjà de pouvoir profiter au rythme des saisons, du soleil, voilà. Donc quand il fait beau je sors, quand il fait pas beau je suis à l'intérieur et mon rythme de travail va dépendre beaucoup finalement des saisonnalités. Et donc voilà, ça c'est le privilège que j'ai de pouvoir maîtriser mon temps et de m'adapter par rapport à cette météo extérieure. Sans me mettre trop de contraintes. Donc mon entreprise qui s'appelle Champion de ma vie, elle a pour vocation d'aider les personnes à révéler ce qu'il y a de mieux en eux, tout simplement, de pouvoir comprendre leur singularité, qu'est-ce qui les anime et pouvoir l'exprimer sur scène, donc par la prise de parole en public. Je le fais à la base pour des sportifs de haut niveau,
parce que je suis fan des sportifs de haut niveau. Ce sont des gens qui m'inspirent, que j'ai toujours regardé avec des yeux d'enfant, et même aujourd'hui à 48 ans, je les regarde encore comme un gamin. J'adore leur parcours, j'adore comprendre un petit peu leurs secrets, qu'est-ce qui a fait les mystères de leur réussite dans leur sport, dans leur discipline. Et donc le constat qui m'a un peu alarmé, c'est surtout la fin de carrière de ces sportifs, c'est que souvent c'est compliqué. On a vécu la gloire, on a vécu l'émotion des stades, on a vécu l'effervescence du public, et puis d'un seul coup, du jour au lendemain, il n'y a plus de médias, il n'y a plus rien, tout extinction des feux, alors qu'on a 25 ans, 30 ans, 35 ans, et quand on a tout à créer, voire à recréer, et c'est pas simple, donc il faut passer par une étape un peu complexe, un peu difficile, se remettre en question, se réinventer, se reformer, et moi, c'est dans ce cadre-là que j'interviens auprès des sportifs de haut niveau, parce que finalement, le grand de leur savoir-faire, il est dans les sciences molles, quoi. Il est dans le savoir-être. Ils ont un parcours incroyable, mais pas forcément les diplômes derrière. Et pourtant, ça a une valeur juste géniale pour les entreprises ou pour leur propre entreprise à eux. Donc, moi, je les aide à trouver ça. Qu'est-ce qui fait leur singularité dans leur parcours? Qu'est-ce qui les anime eux? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à leur audience? Et puis, créer une entreprise autour de ça, ou créer un discours, une conférence inspirante et impactante. Voilà ce que je fais depuis maintenant 3 ans. Ok, donc 3 ans, donc on comprend que c'est vraiment une vie de liberté qui inspire et qui aide les autres. Et tu vis aussi dans un cadre en fait que tu as choisi et qui, comme tu l'as dit, au rythme des saisons. Donc on sent tout de suite que c'est quelque chose qui peut être inspirant, mais ça n'a pas toujours été ta vie, puisque je crois qu'en fait cette vie telle que tu l'as décrite aujourd'hui, elle est très différente de ce qu'elle a pu être. Donc est-ce que tu peux un petit peu nous raconter depuis tes études peut-être, rapidement un peu sur le type de parcours que tu as eu à la sortie de tes études et puis jusqu'au moment où justement tu as décidé d'avoir cette nouvelle vie que tu viens de nous décrire. Oui, c'est parti. Déjà, moi, je suis un petit Parisien à la base, mais expatrié dans l'âme, parce qu'en fait, je suis un amoureux de la nature. Mais j'ai vécu donc en ville avec mes parents, et puis école de commerce parisienne. Mais toujours l'envie d'aller régulièrement à la montagne, parce que moi, c'est les reliefs qui m'animent, d'aller toujours en altitude, prendre de l'altitude, de la hauteur, et être dans des éléments, voilà, où ça respire, quoi. Voilà, ça c'est ce à quoi j'aspire justement. Mais à côté de ça, voilà, fallait construire aussi, construire des bases solides pour pouvoir avoir une vie bien rangée, entre guillemets, financièrement, socialement parlant, etc. Donc école de commerce. Et puis après, j'ai un tropisme pour les choses qui sont un peu originales quand même. Donc je vais pas toujours là où les gens m'attendraient. C'est peut-être un petit peu ce qui me singularise. Donc puisqu'à la fin de l'école de co, à l'époque c'était en 97, moi j'étais plus attiré par l'opérationnel, le terrain, la vente en tout cas, aider les gens déjà à la base. Et donc je suis allé dans la distribution, j'ai fait mes premières armes chez Decathlon et puis après chez Truffaut. Et par contre, il y avait un truc qui m'animait, c'était comme prendre de l'altitude quand je suis en plein air. Dans l'entreprise, c'est pareil, j'aime prendre de l'altitude. Et du coup, j'aimais l'idée de pouvoir franchir les échelons. Et donc, ça s'est plutôt assez bien passé pour moi, puisque voilà, j'étais directeur de magasin très très vite chez Decat. Et puis après, j'en avais pas assez chez Decat, je suis parti chez Truffaut, où le directeur général, Monsieur Métivier, que je salue ici, parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans ma carrière professionnelle, m'a fait confiance, un petit jeune de 26 ans, pour prendre les rênes de beaucoup de choses dans l'opérationnel. Donc, je me suis retrouvé à 33 ans à avoir des super responsabilités dans cette boîte. Et puis là aussi, il y a une sorte de plafond de verre à ce moment-là, puis une petite crise dans ma vie, parce qu'à 33 ans, je me pose beaucoup de questions. Mon ex-épouse d'ailleurs m'amène à me poser des questions sur ce que j'aime, ce qui me rend heureux. Et force est de constater que j'étais pas heureux dans mon couple, donc c'est malheureux de le dire comme ça. Mais c'est un choix difficile pour moi à l'époque. Donc il y a une séparation. Et de cette séparation, ça amène aussi pas mal de réflexions sur ce que je veux au niveau professionnel. Donc je me stabilise un petit peu sur cette période-là, au niveau professionnel, mais bon, on ne se refait pas. À 35 ans, il y a une opportunité de direction générale sur un poste chez Gamme Vert. Et donc là, je suis recruté par une coopérative agricole pour reprendre une filiale qui est pas en forme. Et on me dit, voilà, en gros, vous avez 2 ans pour redresser la baraque. Donc, ce qui veut dire qu'au moment donné où tu as pris ce job chez Gamme Vert, déjà, tu avais un signal comme quoi il y a quelque chose, tu n'étais pas encore complètement... Donc, le divorce a déjà eu lieu, donc c'est après ton divorce, c'est ça? Ouais. Et tu sentais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait réinventer. Oui, en fait, tu sais, moi à 18 ans, je fais partie de ceux en tout cas qui veulent voyager, je regardais Mike Horn, je regardais Nicolas Hulot avec l'émission Ushuaïa, toutes ces choses-là, et moi ça me faisait vibrer, ça me faisait voyager. Sauf que la vie au quotidien, c'est d'être bien rangé, d'avoir une femme, des enfants, d'avoir une maison, d'avoir une sécurité financière et d'avoir un diplôme et un super boulot, etc. Donc j'étais un peu moins entre deux, quoi. D'un côté, mes aspirations personnelles, mes envies de partir, de vivre intensément, et de l'autre côté, d'avoir une vie bien rangée. Donc la vie bien rangée,
le modèle en fait de réussite, c'est ça que la société nous. Ouais, c'est ça. J'étais entre deux, quoi. Ouais. Et donc, bon, bah oui, il faut faire plaisir à papa, maman, quelque part. Bon, après, t'es un peu rebelle, tu veux montrer que tu fais autrement, mais le autrement, il est jamais très loin de ce qu'on attend de toi. C'est pas dans des extrêmes. Et sauf que là aussi, pour le coup, moi, j'aime bien un peu les extrêmes. Enfin, me prouver que je suis capable de faire des choses, même si spontanément, ouais, j'aime pas fâcher les gens. Mais intérieurement, j'ai envie de vivre l'exceptionnel, j'ai envie de vivre l'incroyable, j'ai envie de vivre une vraie vie, quoi. Et donc il y a le divorce à 33 ans. Au niveau professionnel, bah, je reste quand même dans un cadre assez classique, hein, puisque même si directeur général, bah, j'ai la prétention ou le rêve de croire que quand on est tout là-haut, on a un maximum de liberté, ce qui est totalement faux d'ailleurs, parce qu'on a toujours des comptes à rendre à ses salariés, à ses actionnaires, à ses clients, etc. Mais bon, malgré tout, j'ai quand même une certaine autonomie en tant que directeur général pour pouvoir avoir des processus décisionnels qui sont impliquants et qui sont valorisants pour moi. Mais c'est pas la vie qui est au plus profond de moi, en tout cas celle que je rêve. Et donc là, tu es resté à ce job de dirigeant de gamme vert pendant combien de temps? Je fais 8 ans, 8 années, 8 ans, okay. Avec 3 années de trop parce qu'en fait, c'est en 2010, je fais 5 années où, au bout de 2 ans, en gros, je m'ennuie vite, moi. Donc, au bout de 2 ans, dans le travail, je fais comprendre à ma direction, à mon actionnaire, en tout cas mon président, bonjour président, que je vais voir, et je lui dis, en gros, je m'ennuie, et donc en 2013, il me dit, bah, si vous ennuyez, allez voir APM, donc je vais me former chez APM, au réseau de dirigeants bien connus, et je me régale avec des expertises, un bon groupe de dirigeants qui me stimulent, qui me challenge. Ça c'est bien, mais ça me suffit pas. Au bout de 2 ans, la coopérative Agricole me dit ce serait bien de fusionner avec une autre coopérative, histoire de grossir le champ, le spectre. Donc là, c'est très stimulant. Je fais de la fusion, je fais de l'acquisition. Donc voilà, des choses très très intéressantes, intellectuellement parlant. Mais voilà, très vite, au bout d'un an ou deux, j'aspire encore à d'autres choses sans me rendre compte. C'est inconsciemment. Tu vois, mon corps il m'amène ailleurs, mon cœur m'amène ailleurs, mais moi, du coup, comment je compense cérébralement, quoi, avec des choses plus stimulantes, plus challengeantes. Et au bout de 5 ans, je dis au président, j'arrête, faut que je fasse autre chose, quoi. Et toujours en parallèle avec ma seconde épouse, Laurence, avec qui on discute de tout ça. Et elle, à chaque fois, je lui pose des questions, elle me dit, vas-y, fonce, vas-y, fonce, vas-y, fonce. Donc, ce qui me conforte dans mes aspirations personnelles. Mais bon, la présidence, il me garde 1 an, puis 2, puis bon, la 3e année, stop. Et donc, en 2018, Donc là, ces 3 dernières années, tu les as vécues un peu avec des frustrations ou de l'ennui? Comment tu décrirais, en fait, Eh ben, j'aurais pu. Ça aurait pu, sauf qu'en fait, comme j'ai une grande passion dans ma vie qui me suit depuis que je suis gamin, et j'en ai pas parlé pour l'instant, c'est le sport. Enfin, tu en as parlé un peu au début, parce que tu accompagnes les sportifs, mais on comprend. Voilà, donc toi-même, tu es grand sportif. Oui, ouais, en fait, moi j'avais besoin de faire du sport gamin parce que j'avais un souffle au cœur et donc j'étais pas bien né au niveau cardiovasculaire, mais donc ça m'a pas empêché de faire de la natation pour apprendre à respirer, et puis de cette natation dans laquelle je m'amusais avec les copains, c'est devenu un niveau national, et puis mais bon, jamais suffisamment sérieux pour être sportif professionnel. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que à 20 ans, quand je fais mes études de commerce, parce que bon, j'avais mis de côté quand même le sport pour me consacrer aux études malgré tout, donc j'ai mis de côté, mais je pratiquais, hein. Plus de compétition, mais je pratiquais. Mais en arrivant à l'ISG, donc ma super école de commerce, j'ai un super pote là-bas, Cédric, qui est un gars absolument génial, qui me dit, tiens, tu nages, on court ensemble, et il me dit, tiens, vas-y, achète-toi un vélo, à faire du triathlon. Et donc à 20 ans, je me mets à faire du triathlon, et comme c'était à Paris, je me mets au Racing Club de France, donc un des meilleurs clubs. Et puis en fait, l'histoire de mon sport débute vraiment là, où je me passionne pour le triathlon. Puis à 26 ans, quand j'étais chez Decathlon, je fais mon premier Ironman, c'était un Ambraman, donc ce qui m'animait toujours de faire le truc un peu dur, quoi, dans l'esprit. Tout le monde dire le truc un peu impossible, quoi. Après tout, pourquoi pas, hein, si tu y arrives, si d'autres l'ont fait, pourquoi pas toi. Donc je fais à 26 ans mon premier Ambraman, et puis voilà, après ça me conduit vers du dépassement de soi, le sport. Donc ce qui se passe, c'est que vous l'avez compris, ma première épouse, elle adhérait pas au truc, même si elle était sportive avant, et elle a mis un petit peu une croix là-dessus. Donc moi, j'ai pas mis une croix sur mon sport, j'ai fait une croix sur certaines choses, mais pas le sport. Et du coup, je me suis mis en ménage avec Laurence, qui m'a dit, si t'aimes ton sport, vas-y, fais-le à fond, quoi. Et quand on se met en ménage tous les deux en 2017, elle me voit faire un Ironman, et 2 mois après, l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UTMB. Elle me dit, il est barjot, ce garçon, je comprends pas, il se lève à 5h du matin, il va courir, après il va travailler, parce que j'avais mon boulot de directeur général, le midi il va courir, enfin bon, bref, il est jamais à la maison. C'est un peu l'image qu'elle a eu de moi au départ, mais elle s'est vite rassurée en se disant que quand même il s'est trouvé des plages pour nous. Notamment on fait des voyages, on fait des week-ends, et puis le soir, donc moi ce que je privilégie en fait dans les relations humaines, y compris avec mon épouse Laurence, c'est la qualité, quoi. Donc j'ai toujours beaucoup accordé l'importance à la qualité.
Alors ça c'est très intéressant parce que moi j'ai quelques copains comme ça qui sont des fous de sport. Ils ont réussi d'ailleurs à m'embarquer un peu et j'ai fait moi. Bon alors j'ai pas fait du tout ce que tu as fait, mais j'ai quand même fait un demi-triathlon, donc ça s'appelle les sprint triathlon. Voilà, embarqué par des copains, mais qui eux vraiment justement font des trucs un peu extrêmes comme ça. Et je me suis toujours demandé en fait qu'est-ce qu'on cherche quand on fait du sport de manière aussi extrême, alors qu'on a une vie qui est extrême, parce que déjà être patron d'entreprise, patron de on va dire de la famille, parce que mine de rien ça prend du temps. Donc en fait qu'est-ce qui nous pousse à faire ça plutôt que juste faire du sport pour s'entretenir, pour se faire plaisir, mais vraiment à toujours aller chercher plus. Alors ma réponse aujourd'hui, c'est pas celle que j'aurais faite avant, mais c'est après quelques analyses quand même, pas de psychanalyse, mais c'est de comprendre un petit peu les processus qui nous amènent justement à vivre une vie intense. Très simplement, je pense que dans notre cerveau, il est constitué comme ça, tout simplement. Enfin, le cerveau, c'est pas des décennies de construction, c'est des millénaires. Donc notre cerveau, au plus profond de lui, il y a le besoin d'aller chasser, le besoin de sortir de la grotte et d'aller voir un peu plus loin pour aller chercher des bestioles encore plus loin pour aller ramener à manger, quoi. Donc, et moi, en fait, quand j'étais gamin, je vais pas le raconter de la même façon, je n'étais pas dans une grotte, mais en tout cas, j'avais ce besoin de grimper aux arbres. Je faisais une branche, puis une deuxième, puis une troisième, et quand j'étais à la troisième, il fallait que je fasse la quatrième. Et quand je voyais une colline, je montais à la colline. Si je voyais une autre colline derrière, je remontais encore là, je montais la deuxième. Et par contre, ce que je n'ai jamais vu, c'est l'aboutissement de tout ça. Quand j'étais gamin, je voyais pas le haut de l'arbre, je n'avais pas une intention de monter en haut de l'arbre parce que c'est ça qui m'animait. Non, c'est juste, je fais un premier pas, ça me donne envie d'en faire un deuxième. Et puis un troisième, et un quatrième. Et en fait, les choses sont venues comme ça, moi, dans ma vie professionnelle. Alors, pour le coup, on a l'impression comme ça que ça va vite, mais j'ai le pas très, très lent. J'ai le pas super lent. Je suis un endurant, je suis un foncier. Et j'ai pas des grandes ambitions, mais ce qui m'anime, c'est un pas, puis un deuxième, puis un troisième. Et après, quand j'en ai fait un certain nombre, je me dis, finalement, je suis peut-être pas si nul que ça. Et je peux aller là où d'autres m'auraient jamais dit, n'auraient jamais misé une pièce sur moi, quoi. Comme par exemple donc ton plus grand exploit, l'enduroman. L'enduroman. Et donc là, juste pour ceux qui connaissent pas, parce que moi j'ai découvert ça en regardant ton profil, donc je vais voir ce que c'est. Juste pour donner une idée, ça représente quoi comme exploit sportif ? Oui, donc en fait, l'histoire, elle est rigolote parce qu'en fait, l'enduroman, moi, j'ai 39 ans. Pour mes 40 ans, je veux faire un Ironman. Et celui que j'ai vu sur Canal+, quoi, Intérieur Sport, c'est le Norseman, un superbe Ironman en Norvège, dans les fjords. Et moi, je m'inscris, mais je suis pas pris. Il y a un slot et je suis pas pris. Alors, je suis très frustré. Puis après, je m'inscris à un autre et je suis pas pris non plus. Je suis extrêmement frustré. Donc, juste pour les auditeurs qui seraient pas sportifs, un Ironman, on peut résumer ça en double triathlon, c'est ça ? C'est comme si on faisait 2 fois toutes les distances d'un triathlon. En gros, l'Ironman, en fait, c'est né dans les années 70 à Hawaï. Les militaires, ils ont créé ils ont pris les 3 épreuves la plus dure. Donc le marathon à la fin, la natation, c'est 3,8 km et entre les deux, il y a 180 km de vélo. Donc ils ont créé ça, les militaires. Donc c'est devenu un peu le truc un peu barré. Et puis moi, quand je vois ces images-là, je disais, c'est beau, quoi. Enfin, c'est beau, c'est affreux de voir ces gars souffrir, mais moi je trouve que dans la souffrance il y a quelque chose de beau, quoi, en fait, et donc c'est pas une souffrance c'est une souffrance qui est aspirante, quoi, qui te permet de dire finalement déjà d'une, on est capable de le faire. Ça faut se le dire, tout le monde est capable de faire ça. Alors tout le monde va dire non, fort debout c'est pas possible, mais si notre organisme est capable de faire ça, parce que si on remonte à des centaines d'années, des milliers d'années, on faisait des distances incroyables, l'être humain faisait des distances incroyables. Et donc cet enduroman, quand j'ai 40 ans, en fait, je voulais me faire un petit cadeau en faisant une belle course et je suis pas pris. Donc, et comme par hasard, je vois l'enduroman, c'est quoi ? C'est un triathlon, donc accrochez-vous, entre Londres et Paris. On court 140 km de Londres à Douvres. Ensuite, vous imaginez qu'on traverse la Manche à la nage et on termine de Calais à Paris en vélo. Donc c'est un triathlon un peu dingue. Qui a été fait pour la première fois en 2001 par un Anglais et qui finalement rallié d'autres athlètes derrière lui parce que les gens ont envie de se challenger, besoin de se surpasser, de dépasser l'autre ou de se réaliser tout simplement. Moi, je voulais battre personne, je voulais juste me réaliser, faire cette épreuve-là parce que je me suis dit, il n'y a personne pour faire ce truc-là, enfin. Et pour le coup, si je m'inscris, je vais être pris parce que là, j'ai pas cette injustice de ne pas être pris, de ne pas avoir mon slot. Donc, je me suis inscrit, l'Anglais m'a dit OK, et ça s'est pas fait pour mes 41 ans, mais pour mes 40 ans, pardon, mais pour mes 41 ans. Ok, et donc la réussite, t'as fini en je sais pas combien de temps, mais sans doute beaucoup. Ouais, j'ai battu le record mondial parce que c'était de 71h30 et je l'ai fait en moins de 60 heures. Ouais. C'était un Australien qui avait le record. Et en fait, ce qui s'est passé pendant mon année de préparation, où j'étais directeur général toujours, j'avais la chance de connaître un certain nombre de personnes que je suis allé voir grâce à l'APM, entre autres. Et donc, j'avais un préparateur physique, mais pas que. J'avais un préparateur mental qui était un des experts auprès de ces entrepreneurs. Donc, je l'ai sollicité. Il m'a dit, je vais t'aider. Après, un préparateur du sommeil, un nutritionniste, etc. Donc, il y a toute une agrégation qui s'est mise autour de moi dans ce projet-là.
Et finalement, quand je suis sur la ligne de départ au mois de juin 2016, j'ai mis derrière moi tout mon savoir-faire entrepreneurial pour mettre à disposition l'athlète qui a envie de vivre son rêve, quoi, tout simplement. Moi, je voulais juste le terminer. Il n'y avait aucun Français qui l'avait terminé avant. Donc, je voulais le terminer. Parce que je me disais, wow, enfin, je vais pouvoir m'éclater sur un truc où je vais peut-être raconter enfin une histoire, quoi. Voilà, raconter cette histoire et puis être fier de moi quelque part. Remonter mon niveau d'estime, de confiance personnelle, parce que je suis né, j'en avais pas beaucoup, je crois. Et c'est en me réalisant, ça répond, j'espère peut-être à ta question, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi cette quête de l'espacement? Certains diront pour se prouver des choses, moi je dis simplement pour exister, se dire finalement pourquoi pas moi, et puis je fais ça et je suis fier de moi et je peux être fier de ce que je suis, de ce que j'ai fait, quoi, tout simplement. Et donc là, juste pour rapprocher ça de ta carrière, donc là cet enduroman, donc qui est un peu le truc le plus extrême que tu fais dans alors c'est pas une carrière mais dans ta vie sportive, c'était à quel moment par rapport aux 3 fameuses années où tu commences à tourner en rond chez Gamme Vert? C'est un peu au milieu, quoi. C'est en 2016, 2015 je commençais vraiment à me dire dans la sphère professionnelle, je me dépasse pas assez, je m'épanouis pas assez. Donc, puisque c'est pas dans une sphère sociale, etc., pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt, faisons dans une sphère sportive. Ok. Donc là, je me repositionne chez Gamme Vert dans la fin des 3 dernières années. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu sens que quelque part, il faut que ça s'arrête. Mais qu'est-ce que tu prépares pour l'après, en fait? Qu'est-ce que tu as en tête? Comment tu vois les choses? Alors moi, égoïstement, je suis arrivé un peu à une sorte d'aboutissement professionnel. Je suis arrivé à une forme d'aboutissement sportif. Oui. Et je me rappelle encore de cette phrase en 98 de Thierry Roland, quand l'équipe de France est championne du monde, on peut mourir maintenant. Il dit ça, Jean-Michel Larquet. Et moi, j'ai un peu ce sentiment-là. Et donc, en fait, quand j'ai 41 ans, j'ai fait mon enduroman. Okay. J'ai écrit un bouquin, je fais des conférences, j'ai mon job à côté. Et à Laurence, en fait, pour qu'on se remette en question, tous les deux, dans une nouvelle vision familiale, je lui dis rien, en fait, je lui fais un cadeau. Je lui offre un cadeau, je sais plus ce que c'était, puis à côté, il y a une enveloppe et je lui dis, maintenant, on vit où tu veux. Donc en gros, tu proposes en fait un départ à zéro en fait. Parce que dire tu vis où tu veux, c'est-à-dire que potentiellement elle pouvait choisir où elle voulait en France ou dans le monde. On est des malins nous, je crois. Je te vois. Mais en général, c'est comme on fait avec nos enfants. On choisit pas pour eux, mais on crée un contexte ou un environnement propice pour que eux puissent prendre des bonnes décisions. Alors pour toi, pour eux, pour tout le monde, quoi, en fait. Donc créer un écosystème qui soit plus large, mais en même temps qui soit pas trop déstructurant. Et donc en fait, Laurence, je sais en lui posant la question qu'elle va pas m'emmener au bout du monde parce qu'il y a encore la famille, il y a des enfants, et puis les enfants ils ont pas encore leur bac, etc. Donc il faut leur apporter aussi cette sécurité à eux. Mais en même temps, elle est d'accord sur le fait qu'il faut se réinventer. Et rester où on est, c'est pas mourir, mais quelque part, c'est pas vivre non plus. Ok, donc là vraiment envie de faire peau neuve en fait, c'est ça, de dire ok. Oui, complètement. Et donc là le choix c'est porté sur quel directement sur là où vous êtes maintenant ou... Déjà, je voudrais faire honneur à ton podcast parce qu'en fait, je dis au revoir président. D'accord. Je dis à mon président au revoir. Et bon, sans avoir rien derrière, à part une destination peut-être que tu avais donnée. Alors, au préalable, Laurence m'avait répondu, oui. Donc, effectivement, elle m'avait dit, moi, j'irais bien à Lyon. Pourquoi Lyon? Parce que la montagne, parce que c'est plus au sud, plus de soleil, etc. Bref, plein de... Voilà. Puis, elle a tout simplement un bon souvenir de cette ville quand elle était enfant. Ok. Donc, très bien, retour aux sources, quelque part, pour elle. Et moi, ça me va bien parce que, comme je suis un amoureux de la montagne et des reliefs, d'être à Lyon, à 1h30 des montagnes, ça, c'est... Waouh! Je suis trop content quand elle dit Lyon, quoi. Elle aurait dit d'autres régions, j'aurais peut-être été malheureux, mais j'aurais respecté parce qu'il faut vivre de toute façon l'expérience. C'est ce qu'on a fait, on est parti. On a vécu cette expérience à Lyon et aujourd'hui on n'est plus à Lyon parce qu'en fait c'était juste une période de transition, quoi, comme tu l'as très bien dit, une façon de se réinventer, trouver un nouvel environnement où tu élargis ton spectre, tes œillères, tous tes œillères. Donc là, juste pour comprendre, donc toi, au revoir président, donc tu dis je pars à Lyon, mais à part ça, tu n'avais pas d'autres projets. Ton épouse, elle, pareil, elle avait un job, j'imagine, elle avait pas de projet. Alors, c'est assis ce que je peux te dire quand même, parce qu'en fait, la sécurité, c'était elle, c'était plus moi. Parce que moi, effectivement, je quittais un réseau, je quittais un poste, etc. On se réinventait. Moi, je me réinventais complètement parce que je voulais faire du coaching, faire de la conférence, faire de l'accompagnement. Mais j'avais pas de réseau là où j'allais arriver à Lyon. Bon, forcément, des copains, ça peut aider aussi. Donc, on t'aide un petit peu. Mais bon, les Lyonnais, t'ouvrent pas les portes comme ça du jour au lendemain. Il y a des régions dans lesquelles c'est peut-être plus, on serait allé dans le nord, peut-être
qu'on nous a ouvert les portes plus rapidement, je sais pas. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et puis, par contre, Laurence, elle a été mutée. Elle avait donc, elle a eu une année en fait pour faire préparer le processus. Elle avait dit à sa direction, moi, je veux aller à Lyon. Et ils l'ont sourillonné, c'est pas possible. Elle a dit, bah ok, je m'en vais. Elle a fait un coup de chantage, un coup de bluff, mais quand elle est le bluff, elle va au bout de ses idées. Et je sais que, vu le tempérament de ma femme, si elle dit qu'elle va faire ça, c'est qu'elle va le faire. Donc quand elle leur dit, bah si vous me prenez pas là-bas, je quitte votre boîte. Et eux voulaient pas qu'elle s'en aille de la boîte. Donc elle a été mutée, et donc ça a permis de pouvoir, ça nous a permis d'avoir une logistique un peu plus sécure quand même que d'être sans filet, quoi. Mais donc au niveau financier, ça se passe comment comme ça? Parce que toi, tu avais quand même, j'imagine que le plus gros revenu c'était toi avant que ça devienne elle. Et donc là, tu avais suffisamment de côté ou comment, où il y a une vraie prise de risque financière ou comment ça s'est passé? Ouais, je suis pas très malin. Il y a des choses pour lesquelles je suis assez malin, mais comme j'ai une relation avec l'argent qui est pas très bonne, parce que d'enfant de banquier, où j'adhère pas en fait à la finance, j'ai un problème avec l'argent tout simplement. Et du coup, j'avais pas fait les investissements. Donc je suis pas fourmi, je suis pas cigale, je suis un peu entre deux, mais je me pose pas les bonnes questions. Et Laurence, elle pour le coup, c'est une cigale. Donc ouais, donc on est vous deux. Ouais. Donc on n'est pas parti en fait à 40 ans avec la sécurité financière. On n'avait pas mis de côté comme il fallait. J'avais pas fait, j'avais pas écouté mes potes. Et si je devais donner un conseil à tes auditeurs, et c'est celui que je donne à beaucoup de copains ou de copines qui disent, bah tiens, nous aussi on veut faire comme vous, on veut partir. Avant de partir, faites juste un truc, c'est aller voir un gestionnaire de patrimoine, un bon gars là qui sait vraiment faire l'état des lieux de votre patrimoine, qui vient chez vous, qui regarde vos dépenses, comment votre style de vie d'aujourd'hui et le style de vie que vous voulez demain, comment il peut se transférer avec une sécurité financière. Parce que là, pour le coup, nous, quand on est parti avec Laurence, avec du recul, non, c'était pas très bien, quoi, parce que je m'étais pas sécurisé à ce niveau-là. J'avais pas une vision de mon bilan patrimonial. J'avais pas de vision de mon compte de résultat familial. Je savais très bien le faire pour des boîtes, mais pour moi, je le faisais pas. C'est absurde, c'est idiot. Donc là, toi, quand tu débarques à Lyon et donc t'as plus rien. Comment tu te reconstruis, comme tu l'as dit, loin de ton réseau Je peux pas dire que j'ai plus rien parce que ça et les copains qui t'écoutent disent il est gentil, hein, il a forcément quelque chose, il était directeur général, il avait un salaire, forcément il a quelque chose. Oui, j'ai quelque chose. J'ai pas assez pour vivre 10 ans, ça c'est sûr par contre. Donc moi en gros, à plus de 2 ans, je suis en stress, quoi. C'est-à-dire que je sais que dans 2 ans, bon déjà d'une, il y a l'ARE, hein, donc ça c'était pendant 2 années, puisque moi j'avais négocié mon départ en termes de rupture conventionnelle, pour être très clair, et ça m'a permis de créer mon entreprise. Donc j'ai pas pris l'ACRE, j'ai pris l'ARE, ce qui me permettait d'avoir un salaire tous les mois, tu vois, donc mais bon plafonné, hein, et puis les nouvelles lois plafonnent encore plus, donc faut être très très vigilant là-dessus, parce que finalement le coton que tu as là tous les mois, il est pas indéfini, et puis il faut investir dans ton entreprise. Donc moi je crée mon entreprise. On quitte tout, j'ai un petit peu d'argent, juste ce qu'il faut, mais j'ai beaucoup d'amour avec Laurence. Et ça, c'est notre mode survie, tu vois. Je sais qu'avec ça, on va vivre, on pourra toujours s'adapter grâce à ça. La confiance qui est entre elle et moi. Et ça, c'est hyper solide. Donc, on pouvait s'adapter en toutes circonstances. Mais quand même, l'argent, quand il est pas là, ça peut foutre le bordel aussi, quoi. Donc, parce que Laurence, elle a besoin aussi de sécuriser, elle a besoin de l'argent pour les enfants, etc. Donc, ça met un stress. Et ce qui se passe en 2018 quand on fait le grand saut, j'ai un grave accident de la route, mais j'ai failli passer de l'autre côté, donc j'ai eu le cervical cassé, plein de contusions partout, des fractures dans tous les sens. Et là, je suis sur mon lit d'hôpital, donc pendant 3 mois, je suis alité, je peux pas bouger, et je m'écris une petite phrase toute bête qui est juste évidente, et il y en a plein de cadres qui, quand ils quittent leur job, ils peuvent penser à ça, mais moi, j'ai plus le choix, je me l'écris. Je veux travailler d'où je veux, quand je veux, avec qui je veux, parce que je suis dans un lit d'hôpital. Si demain je dois bosser dans un lit d'hôpital parce que j'ai un handicap, il faut que j'ai une entreprise qui puisse répondre à cette problématique-là. Avec qui je veux, parce que si j'ai quitté mon ancien poste de salariat, direction générale, etc., c'est pour travailler avec des gens que je choisis, des actionnaires que je choisis, des clients que je choisis, etc. Donc c'est tellement plus sympa de pouvoir travailler avec des gens qu'on aime. Et quand je veux, où je veux, avec qui je veux, le où aussi, c'est de pouvoir se dire que si je veux en voyage, ma voix, je pars pas qu'une semaine, 3 semaines, quitte à partir, autant partir 3 mois et je pourrais même bosser là-bas. Et donc voilà, donc c'est cette nouvelle, ce cahier des charges, en fait, va m'animer dans ma création d'entreprise. Donc, parce que les conférences, pour le coup, faire des conférences dans un lit, c'est compliqué. Et puis ce qui se passe, le retour en arrière est d'autant plus impossible que y a le Covid qui arrive. Après, alors c'est un peu de temps après. Donc entre-temps, les conférences, elles prennent place dans ma vie, mais pas tant que ça. Donc je fais plus de coaching, d'accompagnement. Et aussi la formation. J'aime bien la formation, former les personnes, puis partager mon histoire, partager finalement mes expériences. Et c'est ce qui m'amène à faire de la conférence, mais pas en mode je fais la conférence, j'aide les gens à faire des conférences.
Et donc là, tu disais que Lyon, c'était une période transitoire. Donc ça a duré combien de temps? Et ensuite, comment c'est passé? Et pour quelles raisons vous avez bougé entre Lyon et là où vous êtes maintenant? Bah, en fait, l'enseignement à Lyon, bon, déjà d'une, c'était la transition pour les enfants, le lycée, etc. Et puis bah, une fois qu'eux, ils étaient post-lycée, donc l'université, bah, nous, ça nous a laissé plus de possibilités en les aidant eux, mais que puissent eux aussi prendre leurs responsabilités. Et donc, dans ce qu'on se disait avec Laurence, bah, moi, j'ai connu mon accident, et puis bah, elle m'a vu aussi souffrir de ça. Elle m'a dit, bah, si demain on devait vivre mieux, ce serait quoi? Bah, vivons un peu plus en campagne, vivons avec pour le coup, de moins de dépenses. Et on a trouvé notre maison dans le Revermont, entre le Jura et la plaine de l'Ain. Donc on s'est installé là et on s'est apaisé, quoi. Là, on s'est vraiment apaisé. Quand j'ai apaisé, c'est cérébralement, on va moins vite, le temps passe différemment, on est beaucoup moins pressé. Et Laurence, qui avait très très peur de ça, hein, parce que venant d'un milieu urbain, qui était bon. Aller à Lyon, c'est une chose, mais avoir son petit boulanger à côté de chez soi, avoir son épicerie, etc., ça c'est quand même pratique. Et là où on se retrouve, il n'y a rien autour de chez nous. Sa petite vie culturelle, etc. Ouais, donc là, c'est vraiment connecté avec la nature et loin de tout. Ouais, ah oui, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, on comprend que dans cette nouvelle vie, en fait, tu es dans un endroit qui te plaît. Effectivement, tu as respecté ton cahier des charges. Et donc, vous êtes bien, il y a l'équilibre financier. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une plénitude. Et je sens plus, en fait, cette volonté de toujours se dépasser, aller plus loin, plus. Est-ce que ça t'est passé ou est-ce que ça existe, mais d'une autre forme? Comment tu... Je sais pas, quand j'écoute ta question, je pense à l'enduroman, cette épreuve que j'ai faite maintenant, c'était en 2016, on est en 2023, tu vois, c'est pas si vieux que ça, mais derrière, en fait, derrière cette fin d'aboutissement, on pourrait dire, bah tiens, je vais refaire quelque chose, ou soit je reviens et je bats le record, soit je fais un truc encore plus dur, etc. Et en fait, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est de faire quelque chose de plus beau. Ok. Parce qu'en fait, les autres qui faisaient cette épreuve-là me disaient, waouh, j'ai battu le record, ou je l'ai fait, je suis super content, mais c'était pas terrible, cette épreuve, c'était moche. Et là, je me suis dit, mais est-ce que finalement le dépassement de soi, c'est pas forcément du plus, mais c'est mieux, plus beau? Et tu vois, j'ai créé une épreuve, en fait, qui est pas plus dure, elle est plus facile, mais elle est plus belle, quoi. T'as un parcours qui est plus beau, tu prends plus le temps, dans un paysage qui est différent, avec l'arrivée au sommet du Mont Blanc. Donc, tu vois, alors, il y a deux choses, donc, du coup, la première, c'est de créer. D'accord. C'est plutôt que de faire comme les autres et de dépasser ou de faire mieux, etc., créer quelque chose. Et puis la deuxième, c'est faire aussi de créer et de faire différemment, quoi. Prendre avec un temps différent. Et donc je suis d'accord avec toi que oui, effectivement, je suis peut-être un peu plus apaisé aujourd'hui. Et je suis dans une forme de transmission aussi, quelque part. Donc tu vois, c'est vrai qu'à un moment donné, peut-être qu'on a besoin de se dépasser pour soi. Puis à un moment, on a besoin aussi d'aider les autres à se dépasser, si c'est la demande de l'autre. Parce que la fausse croyance, ce serait de vouloir aider les autres à se dépasser alors qu'ils ne le veulent pas. D'accord. Ouais. Ok, très clair, très inspirant. Ok, écoute, je terminerai par les questions habituelles que je pose à tous mes interviewés. La première, ça serait finalement en écoutant ton histoire telle que tu viens de la raconter, quelle pourrait en être la morale? Donc la morale de ton histoire. Ah, la morale. Elle est encore à écrire, je crois. Mais c'est peut-être... Quand j'ai fini Enduroman, il y a deux personnes qui m'ont dit il faut que tu écrives absolument ton livre. Déjà d'une, parce qu'il y en a qui veulent savoir comment tu as fait. Et puis de deux, remercier ceux qui t'ont aidé. Donc quand j'ai écrit le bouquin, en fait, c'était une source d'inspiration pour moi, mais aussi pour les autres. Et le bouquin, quand je me suis posé la question de savoir comment je vais l'appeler, ce livre-là, tout le monde me disait, ouais, record, me disait dépassement, machin, etc. Et j'ai écrit le bouquin, c'était aimer et atteindre le sommet. Parce que pour atteindre le sommet, il faut déjà avoir beaucoup d'amour de soi, de l'autre, etc., pour dépasser les limites et se respecter aussi. Et souvent, c'est pas l'inverse. Enfin, on croit que c'est l'inverse. C'est je vais atteindre le sommet et je serai aimé. Oui. Et en fait, il faut inverser un peu le truc en se disant c'est grâce à l'amour que je vais pouvoir atteindre mes objectifs. Parce qu'en fait, quand tu sais ce que tu veux et tu fixes aussi ton une sorte d'aboutissement, d'objectifs, etc., mais que tu en parles avec beaucoup d'amour avec les gens autour de soi, tu verras que tu vas même, ce qui va être génial, c'est que non seulement l'objectif va être atteint, mais tu vas le dépasser. Et donc la deuxième question, ça serait les ressources. Donc là, il y a déjà ton bouquin, donc je le mettrai en ligne dans le descriptif de l'épisode. Mais est-ce qu'il y a d'autres ressources que toi, tu peux recommander? Donc je sais que tu es très présent, tu as des podcasts, tu as des émissions, etc. Mais est-ce que tu as des ressources que tu pourrais donner à des gens qui voudraient aller plus loin, soit dans te connaître, soit pour les aider eux-mêmes en fait à avoir les aider dans leur cheminement si eux sont dans une démarche au revoir président ou de réflexion sur le sens de leur vie, etc. Ouais, en fait, déjà d'une, c'est que quand on prend une décision, faut être radical, quoi. Ça, c'est malheureux, mais c'est toujours compliqué de faire des décisions radicales. On aimerait bien de se dire, si ça marche pas, hop, voilà l'option B. Il n'y a pas d'option B, en fait. Sinon, tu n'y arriveras pas.
C'est le Schwarzenegger, hein. Il y a no plan B, quoi. Mais c'est un peu ça l'idée quand même, c'est que ton cerveau, si tu le mets sur deux stratégies différentes, il va aller à la plus facile. Oui. Et donc non, si vous êtes sûr de ce que vous voulez, allez-y. Après, pas n'importe comment. Donc pour les ressources, oui, vous pouvez taper Cyril Blanchard, le bouquin, ce que vous voulez. Moi, les personnes qui m'ont le plus inspiré, il y en a beaucoup, énormément. Mais si je vais en retenir une ou deux, il y en a un avec qui je me fais accompagner en ce moment, qui s'appelle Jean-François Noubel. Il est ultra inspirant. Enfin voilà. On trouve des ressources TEDx, il a écrit des bouquins. C'est passionnant. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est quelqu'un qui moi me passionne et en plus il intellectualise un petit peu son approche pour pouvoir faire comprendre un petit peu dans quel monde on peut aller demain, vivre mieux dans un monde plus apaisant pour soi et pour l'univers en fait. Enfin voilà, c'est ultra inspirant. Donc Jean-François Noubel et puis après en matière de science, moi c'est Joël de René parce qu'il y a le sport et le surf et en même temps à côté l'épigénétique et tout ce qu'il a pu vulgariser en termes d'écriture et c'est passionnant parce que quand on a des problématiques, souvent elles sont dans la nature ou dans la santé, le mieux-être intellectuel, le mieux-être dans le corps, le mieux-être dans la nutrition, dans le sommeil, etc. La moyenne des personnes qu'on côtoie le plus. Donc voilà, être vigilant sur tous ces points-là. Et quand on est bien regardant sur ces aspects-là, toujours en prendre un maximum de plaisir. Parce que si on faisait tout trop bien, ça serait peut-être un peu tristoun et tout ça. Mais oui, un des enseignements que j'aime bien partager, c'est que moi, dans ma préparation sur des trucs de fou, comme certains pourront le dire, il y a toujours une part de plaisir. Et s'il n'y a pas eu de plaisir, j'aurais jamais eu les résultats que j'ai eu, quoi. Ok. Et la dernière question, je crois que tu as un peu répondu tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut la reposer. C'est en gros, si tu devais refaire ton histoire, revivre ton histoire, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu fais toutefois quelque chose différemment ? Plus vite, tu l'as dit, mais finalement, tu as dit aussi qu'en fait, il y avait ce besoin de maturation et de passer par toutes ces étapes. Donc finalement, tu referais des choses différemment, quelque chose différemment ou pas ? Oui. Il y a une erreur fondamentale dans mon parcours, c'est l'aspect financier. Avoir des stratégies financières pour son entreprise, pour son environnement, c'est bien, mais il faut en avoir aussi pour soi. Donc, être bien accompagné pour calmer ses problématiques de reptilien, quoi, parce que voilà, faut dormir, faut un toit, etc. Et si tu sécurises pas ça, c'est compliqué d'avoir des aspirations quelle qu'elle soit, quoi, artistique, voyage, rencontre, sportif, peu importe. Donc il faut se calmer un petit peu cette partie cérébrale avec l'aspect financier. Et pour ça, il y a des gens qui le font très très bien. Donc je vais pas faire leur pub, mais il y a des bonnes personnes pour ça, pour bien vous comprendre, faire un peu le Dr House, le médecin des finances en fait. Okay. C'est pas le banquier qui fait ça. Ça c'est quelqu'un qui est spécialisé, qui vient chez toi et qui te fait une sorte de bilan. Et moi je l'avais pas fait, c'est un tort. J'aurais dû le faire, j'aurais dû le faire tous les ans. Donc aujourd'hui je le fais, mais rétrospectivement, donc c'est un peu tard. Bon, il est jamais trop tard. Et pour répondre à la question, en fait, non, je regrette rien parce que moi, je suis un fan de Johnny et je suis très triste qu'il soit plus de ce monde. Mais Johnny, il avait une chanson qui était c'était mon hymne à l'amour, quoi, pour moi et ma femme. C'est que je regrette rien. Alors, c'est pas ça la chanson, mais on connaît le parcours de Johnny. Il y a une chanson qui dit, en fait, tout ce que j'ai fait, c'est plein de conneries. Mais si j'avais pas ces conneries, je t'aurais jamais rencontré. Pour arriver jusqu'à toi, il a fallu que je fasse tout ça. Moi, cette chanson-là, tu vois, c'était la chanson de mon mariage et c'était mon engagement vis-à-vis de Laurence. Et en gros, je sais toutes les conneries que j'ai faites, je les assume. Je suis pas fier de tout d'ailleurs. Je les regrette certaines, mais c'est celles qui m'ont amené à toi. Et rien que pour ça, voilà, merci la vie. Bah écoute, c'est vraiment une très belle conclusion. Et puis voilà, donc merci Johnny pour l'inspiration qu'il a eue. Donc par ricochet, par l'inspiration que tu nous apportes. Bah écoute, merci beaucoup. C'était vraiment un très bon moment, très inspirant. Et puis voilà, donc on te remercie au nom de tous les auditeurs. Merci à toi Laurent, t'as les yeux qui pétillent et je regrette pas, c'est évidemment cette rencontre avec toi au micro et je suis très content de partager avec ton audience, non pas mon parcours, mais le regard pétillant qui est en face du mien et avec beaucoup d'amour. Merci Laurent. C'est sympa. Écoute. Ok, merci, au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en 3 lettres. CNP, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous. Et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur aurrevoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.